Entrée triomphale de Jésus-Christ à Jérusalem ou dimanche des rameaux. Les chrétiens catholiques du monde se souviennent encore de ce dimanche qui annonce la fête de Pâques. Nous vous proposerons dans ce journal la célébration de la fête des rameaux ce 13 avril en Côte d'Ivoire. Et puis la première dame de Côte d'Ivoire a encore fait parler son cœur. Madame Dominique Ouattara a offert 5 millions de médicaments et de nombreux cadeaux aux pensionnaires du centre des Grands Brûlés au CHU de Cocody. L'actualité internationale nous conduira en Guinée-Bissau. Le pays a voté ce dimanche dans l'espoir de tourner la page des coups d'État. 750 000 électeurs bissau-guinéens étaient appelés à choisir un candidat sur les 13 en lice pour la présidentielle et 100 députés au sein des 15 partis pour les législatives. Bonsoir, mesdames et messieurs. Vous regardez le 23h de RTI 1 et vous faites bien. Ce dimanche commémore deux événements, l'entrée solennelle de Jésus-Christ à Jérusalem et l'entrée solennelle de Jésus-Christ à Jérusalem ce 13 avril. Les chrétiens catholiques du monde se souviennent encore de ce dimanche qui annonce la fête de Pâques. Nous vous proposons la célébration de la fête des rameaux à la paroisse Saint-Jean de Cocody dans le district d'Abidjan et c'est avec notre reporter Vénance Herman Niamia. Dimanche des rameaux, jour de fête pour la communauté chrétienne. Il est célébré comme son nom l'indique, le dernier dimanche avant Pâques et qui débute la semaine sainte. Il se veut une reconstitution d'un événement précis dans le but de faire revivre aux fidèles les temps forts de l'évangile. La fête des rameaux pour nous les chrétiens, c'est la commémoration de l'entrée solennelle et triomphale de Jésus à Jérusalem. On parle d'entrée solennelle et triomphale parce que Jésus est plusieurs fois allé à Jérusalem. Mais Jésus n'est jamais entré à Jérusalem de la sorte. Il y va très souvent, mais de manière discrète. Aujourd'hui, c'est vraiment une entrée solennelle où il est proclamé, reconnu comme le fils de David, celui-là qui doit siéger sur le trône de Jérusalem en tant que roi d'Israël. La fête des rameaux inaugure donc la semaine sainte et la dernière semaine du carême. Elle constitue un des temps forts de la vie religieuse. Elle permet aux fidèles de revivre les derniers moments de la vie du Christ, de son entrée triomphale à Jérusalem jusqu'à sa crucifixion. La fête des rameaux a été célébrée dans plusieurs églises en Côte d'Ivoire. Le compte rendu de nos reporters. Les chrétiens de l'église du christianisme céleste, diocèse de Côte d'Ivoire, ont célébré la fête des rameaux. Effusion de joie et de spiritualité au cours de laquelle le supérieur évangéliste Canon Luc, chef du diocèse de Côte d'Ivoire, a exhorté les fidèles à l'union et au pardon autour de la Côte d'Ivoire qui sort de crise. Un moment de prière mis à profit pour présenter les acquis du diocèse au rang desquels figure une radio de proximité. Une nouvelle bien accueillie par chants, prières et louanges au Créateur. Sur un air de victoire, les fidèles aristes du temple noué de Yopougon-Niangon convergent vers leur lieu de culte. Ils s'associent à cette joie du retour de Jésus dans la ville de Jérusalem. Un retour triomphal célébré par les populations avec des rameaux. Toute la symbolique de ce moment en particulier a été expliquée à nouveau aux fidèles lors du culte sur les accents de pédagogie. À la lecture de l'évangile selon Saint Luc, les chrétiens sont appelés à fortifier leur foi et rester dans la prière et l'humilité comme Jésus durant toute cette semaine sainte. Une semaine sainte, dernier acte de foi du chrétien avant Pâques. La première dame de Côte d'Ivoire, Madame Dominique Ouattara, a encore fait parler son cœur. Madame Dominique Ouattara a offert 5 millions de médicaments et de nombreux cadeaux aux pensionnaires du centre des Grands Brûlés du CHU de Cocody. Le reportage est signé Abiba Dambélé Saoui. Voilà plus de 2 mois que le petit Ké Nyonti d'Orgelès, âgé de 2 ans et demi, a été brûlé au 2e et 3e degré dans l'incendie de sa maison familiale à Saint-Fra. Interné depuis lors au centre des Grands Brûlés du CHU de Cocody, son père, Jacquet, a dû faire face, seul, aux soins de son enfant, sans soutien et à bout de souffle. Ces cris de détresse sur les réseaux sociaux n'ont pas laissé Mme Dominique Ouattara, fondatrice de Children of Africa, insensible. Toujours à l'écoute de ses concitoyens et des personnes démunies, la présidente de Children of Africa a décidé de faire parler son cœur. Le 10 avril 2014, en prenant en charge le traitement médical du petit d'Orgelès jusqu'à la guérison.
Pour traduire cet élan de générosité et de solidarité, elle a mandaté sa plus proche collaboratrice, Mme Nadine Sangaré, directrice pays de la Fondation Children of Africa, pour aller apporter la bonne nouvelle aux pensionnaires et aux responsables du centre, ainsi qu'aux parents du jeune Dorgelès K. Madame la Première Dame a été interpellée par le cas du petit Dorgelès et elle n'est pas restée insensible. Elle m'a demandé de venir m'enquérir des nouvelles de l'état de santé de l'enfant et elle a demandé de rassurer les parents qu'elle prenait en charge les soins du petit Dorgelès. Et elle a décidé de mettre des médicaments d'une valeur de 5 millions à la disposition du centre de Grand Brûlé pour que Dr Villasco puisse aider tous les malades démunis qui viennent ici dans ce centre. Il y a des grands médecins qui ont été déjà contactés pour mon fils. J'ai dit merci à maman. J'ai dit merci au président. Vraiment, ça démontre que il n'abandonne pas les enfants que nous sommes. Mais c'est les enfants que nous sommes. C'est Children of Africa qu'elle dirige. C'est déjà merveilleux. C'est la preuve que vraiment on peut compter sur elle. Touché par tant de générosité, le docteur Villasco Brigitte, responsable du centre des Grands Brûlés, a tenu à remercier la donatrice. Madame Sangaré vient de nous annoncer une ouverture de crédit dans des pharmacies pour pouvoir avoir pour 5 millions de médicaments. Et croyez-moi, pour nos patients qui sont le plus souvent démunis, ce geste est énorme. J'étais contente pour le petit Dorgelès, mais au fond de moi-même, je me disais, mais c'est dommage, il y a tellement de Dorgelès, il y a tellement de besoins. Ça me frustrait un peu de voir qu'on ne s'occupait que d'un seul malade. Mais aujourd'hui, j'ai la surprise et le réconfort de voir que c'est un geste pour une bonne partie de nos brûlés. Rappelons que K. Nyonti Dorgelès a été victime de l'incendie du domicile de ses parents à Saint-Fra le 1er février dernier. Un autre don, cette fois, il est de la Fondation Majlis Sharif. Entendez, la noble assemblée de la meilleure des créatures Mohamed. Elle a offert une tonne de riz aux enfants du village SOS d'Abobo. Cette action de portée sociale s'inscrit dans le cadre des journées de bienfaisance et de spiritualité de la Fondation. Ces journées étaient parrainées par El Hadj Idrissa Koné, directeur du cabinet adjoint à la présidente de la République. Le reportage de Ben Touré est commenté pour vous par Fatou Fofana. Une tonne de riz offerte aux enfants du SOS Village d'Abobo, ce geste de la Fondation Majlis Sharif, entendait la noble assemblée pour la prière et le salut sur la meilleure des créatures, Mohamed. Il s'inscrit dans le cadre de la journée de bienfaisance et de spiritualité organisée chaque année. Pour la centaine d'enfants qui composent le SOS Village d'enfants d'Abobo, ce don est d'un grand soutien. Il y a une demande sociale très forte et je voudrais également témoigner de cela. Et il y a quelque chose à faire à beaucoup de niveaux. Et je crois que les collectivités territoriales, les collectivités locales sont interpellées parce qu'on ne peut pas tout attendre du gouvernement central, même s'il y a un ministère de la solidarité, de la femme, de l'enfant, de la famille. Le SOS Village d'enfants d'Abobo mérite un regard particulier. Faire un tel geste pour ce village, c'est sacrifier à un devoir de mémoire. Le prophète était doté de plusieurs valeurs. Il y a le côté spirituel. Maintenant, il faut matérialiser ce côté spirituel par la générosité du prophète. C'est une manière pour nous d'imiter le prophète, et en tout cas selon nos moyens. La commune d'Abobo compte à elle seule plus de 30 000 orphelins. En plus de ses pensionnaires, le village SOS d'Abobo a initié le programme de renforcement de la famille. Il prend en charge 300 autres enfants dans leurs familles respectives. Un SOS est donc lancé pour la construction d'autres orphelinats. Ils sont 379, tous de la première région militaire. Ces éléments des forces républicaines de Côte d'Ivoire, FRC, ont été distingués par le général de brigade Touré Sekou, chef d'état-major général adjoint des opérations, représentant le général de corps d'armée Soumaïla Bakayoko, chef d'état-major des FRC. 29 ont été faits chevaliers dans l'ordre national, 147 chevaliers de l'ordre du mérite ivoirien et 203 ont reçu la médaille des forces armées. Officiers généraux, officiers, sous-officiers et militaires du rang, 355 personnels militaires de la première région d'Abidjan distingués.
Une cérémonie de décoration qui marque l'aboutissement d'une série de distinctions qui a commencé le 14 mars à la 4e région militaire de Korogo, le 21 mars à la 3e région de Bouaké et le 28 mars dernier à la 2e région de Daloa. Ces décorations, selon le colonel-major Koulibaly Bamoro, le commandant de la 1re région, conféreront une légitime fierté aux soldats atteints non seulement par la limite d'âge, mais auront aussi un impact galvanisant pour ceux encore en fonction. Pour le général de brigade Touré Sékou, elles sont une traduction de la reconnaissance du mérite de la part des chefs vis-à-vis de leurs hommes et le gage d'un témoignage de toute la gratitude de la nation à leur égard. Et ce don qui devrait aider à la protection du parc national de Taï, la Fondation pour les parcs et réserves de Côte d'Ivoire vient d'octroyer environ 2 milliards de francs CFA à l'Office ivoirien des parcs et réserves OIPR. Pour s'assurer de la bonne gestion de ce fonds, un contrat cadre a été signé par ces deux structures. On en parle avec Ami Sissoko et Ami Koulibaly. Le parc national de Taï est le plus grand bloc de forêt dense tropicale de l'Afrique de l'Ouest. Avec une superficie de 500 000 hectares, il est inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1981. Ce parc nécessite beaucoup de ressources pour sa conservation. Pour assurer la conservation du parc de Taï, un contrat cadre a été signé entre la Fondation pour les parcs et réserves de Côte d'Ivoire et l'OIPR, l'Office ivoirien des parcs et réserves naturelles, avec à la clé environ 2 milliards de francs CFA pour la période 2014-2018. Ce fonds a été octroyé par la Fondation pour les parcs et réserves de Côte d'Ivoire. C'est l'aboutissement d'un long processus qui a démarré par un accord de conversion de dette entre la République fédérale d'Allemagne et la Côte d'Ivoire et qui a permis de mobiliser près de 6,25 milliards de francs. Et c'est justement dans ce processus de conversion de dette qu'un montant a été donc dégagé pour le financement des activités de conservation du parc national de Taï. Nous allons assurer une bonne gestion de ces fonds-là, parce qu'on a besoin de ça pour que tout le réseau, après le parc national de Taï, le parc national de la Com et bien d'autres parcs puissent bénéficier des financements de ce genre-là. Créée en 2003, la Fondation pour les parcs et réserves de Côte d'Ivoire a pour mission de mobiliser des ressources nécessaires afin d'aider l'OIPR à mieux conserver les 8 parcs nationaux et les 6 réserves naturelles que compte le pays. Bientôt la fin des embouteillages dans la capitale économique Abidjan. L'État vient de signer un accord cadre avec un consortium de 4 entreprises spécialisées dans le domaine des transports urbains. Ces entreprises ont en charge la réalisation d'un projet visant le désengorgement de la ville d'Abidjan et la modernisation des systèmes de transport en Côte d'Ivoire. La cérémonie de signature s'est déroulée au plateau et c'était en présence de notre reporter Jean-Jacques Kwame Allah. Bouygues Travaux Publics, Dongfan Engineering, Hyundai Rotem Company, DTP Terrassement. Voilà le consortium qui vient de passer un accord cadre avec l'État de Côte d'Ivoire en vue du démarrage des travaux du train urbain d'Abidjan. Les ministres Gaoussou Touré des Transports et Adama Tungara de l'Énergie et du Pétrole ont représenté l'État de Côte d'Ivoire et Charles Paradis, le groupement constitué par les 4 entreprises. Ce projet vient en complément avec le développement du transport lagunaire, la redynamisation du transport routier et les grandes infrastructures autoroutières en même temps que les ponts. Long d'environ 38 km, le projet du transport urbain d'Abidjan partira d'Anyama à Port-Boué en passant par Abobo, Adjamé, Plateau, Treichville, Marcory et Koumassi. Objectif, offrir un transport de grande capacité, une plateforme de transport sécurisée et réduire les coûts de déplacement des populations abidjanaises. L'État n'apportera aucun financement public dans le projet. Lors de la signature de l'accord cadre, le consortium a assuré l'État de Côte d'Ivoire de son engagement pour la réussite du projet. Aujourd'hui maintenant le point de départ d'une longue route ensemble. Soyez assurés de notre complet engagement pour démarrer cela ensemble sans délai. Le coût du projet du train urbain d'Abidjan est estimé à environ 655 milliards de francs CFA. Les actionnaires de la société concessionnaire s'engagent à détenir 40% du capital
et le reliquat évalué à environ 400 milliards de francs CFA est à rechercher pour boucler le dossier. En politique, il y a eu récemment le lancement officiel des activités politiques de la délégation départementale du PDCI-RDA de Guitry. À cette occasion, les militants et militantes du parti ont été invités à la demande de leur président, Henri Konan Bédié, à prôner la paix et la cohésion sociale. Le député Francis Declerc est le nouveau délégué départemental du PDCI-RDA de Guitry. Son installation faite, Francis Declerc dit être conscient de l'ampleur de la tâche qui lui est confiée. Les premières impressions sont des impressions bien sûr de satisfaction, mais aussi des sentiments de responsabilité et surtout des impressions des difficultés que représente la charge de ce nouveau challenge en fait. Quelques-unes des missions du délégué départemental du PDCI-RDA dans le pays d'Ida ont été relevées par le parrain Jeannot Aosso Kwadio. Francis a toujours travaillé pour que le PDCI grandisse. Aujourd'hui, Francis, tu as les manettes, la responsabilité de faire épanouir, grandir le PDCI. Tu as la responsabilité d'accompagner le PDCI pour que le PDCI retrouve sa force, sa puissance, son esprit dans cette région qui est fortement PDCI. Outre les militants venus nombreux le féliciter et l'encourager, Francis Declerc a également reçu le soutien du RDR ainsi que celui des députés et maires de Mbayakro, de Kwasi-Kwasi-Kro et de Lakota. Avec Adrienne Grasse-Kando, nous allons nous intéresser à cette rencontre entre le comité communal de Cocody et les responsables en charge du 4e recensement général de la population et de l'habitat. Dans la commune de Cocody, la phase pratique de l'opération du recensement général de la population et de l'habitat RGPH démarre ce dimanche 13 avril. Mais avant, une rencontre d'information et de sensibilisation entre responsables du recensement général de la population et de l'habitat au niveau du district d'Abidjan et le comité communal du RGPH de Cocody. Nos attentes, c'est de réserver un bon accueil aux agents pour qu'ils puissent faire le travail dans de bonnes conditions, puisqu'ils travaillent pour le compte du gouvernement et il faudrait que ces agents puissent être reçus parce que l'information, elle est individuelle. Cette opération est une opération de développement et il faudrait que chacun s'y mette pour sa réussite. Dans le comité communal, on a 4 adjoints qui sont dans le comité, ce qui n'est pas une mauvaise chose. On a nos députés qui font partie du comité. Et puis, en termes de sécurité, nous allons renforcer pour que les agents recenseurs ne soient pas menacés partout où ils iront. Et nous allons faire beaucoup de sensibilisation, de proximité dans nos quartiers. Pour ce 4e recensement général de la population à Cocody, ce sont 476 agents recenseurs qui seront déployés sur le terrain et coachés par 95 chefs d'équipe. Notre rôle essentiel, c'est de coordonner les activités, de contrôler, de veiller à ce que le recensement touche toute la population et qu'au niveau de Cocody, qu'on n'oublie pas une zone et que tout le monde se fasse recenser. Pour rappel, le recensement général de la population et de l'habitat concerne tout individu résidant sur le territoire ivoirien sans distinction des nationalités. Ouvrons maintenant une page d'histoire pour dire que ce dimanche 13 avril, la communauté rwandaise de Côte d'Ivoire a commémoré le génocide de 1994 contre les Tutsis au Rwanda. L'occasion pour elle d'honorer la mémoire des disparus et de rappeler la nécessité de préserver la dignité humaine en tout temps et en tout lieu. Ce soir, les explications de Hervé Blé. Symbole de la solidarité autour de la mémoire de la tragédie du génocide des Tutsis en 1994, les Rwandais de Côte d'Ivoire l'ont maintenu allumé ce dimanche. Réunis dans la commune de Cocody, ils ont rendu hommage aux victimes et soutenu les rescapés du génocide. Voulu sobre, cette 20e commémoration en Côte d'Ivoire de la tragédie de 1994 a été marquée par des prières, des témoignages et une projection de films sur la reconstruction du Rwanda. C'est une occasion aussi non seulement de rendre hommage aux victimes, mais aussi d'appeler
l'humanité tout entière à se joindre à nous pour lutter en permanence contre l'idéologie génocidaire afin que le génocide ne soit plus commis non seulement au Rwanda mais ailleurs dans le monde. Pour la communauté rwandaise de Côte d'Ivoire, cette 20e commémoration est l'occasion de s'unir au peuple ivoirien, de l'encourager à demeurer sur la voie de la réconciliation résolument amorcée. Je dirais que ce n'est pas facile. La réconciliation ne se décrète pas d'un jour au lendemain. C'est un travail de longue haleine. Il faut préparer les esprits. On rencontre aussi beaucoup d'obstacles sur le chemin de la réconciliation, mais il faut s'armer du courage pour les surmonter. Mémoire, unité, renouveau, c'est le triptyque sous lequel a été placée cette année la 20e commémoration du génocide perpétré contre les Tutsis en 1994 au Rwanda. Poursuivons ce journal avec une note de gaieté. La fête de Pâques sera célébrée la semaine prochaine, mais déjà, ce peuple baoulé vivant à Abidjan s'est retrouvé le samedi dernier à Koumassi pour donner un avant-goût de cet événement plus connu au centre de la Côte d'Ivoire sous l'appellation Pakilou. Serge Kongomé, Ami Koulibaly. Une prestation qui donne le ton de Pakinou, la fête de la Pâque en pays baoulé dans le centre de la Côte d'Ivoire. Mais nous sommes à Koumassi, dans le district d'Abidjan, loin du pays baoulé. Et selon le colonel Amani Okabertin, cette rencontre entend donner l'occasion aux plus jeunes vivant dans la capitale économique de se familiariser avec la culture baoulée et aussi de permettre aux parents qui n'iront pas au village de célébrer la Pâque dans la tradition baoulée. Nyami Ngoran, inspecteur général d'État, fils du centre et parrain de la cérémonie, était de la fête. C'est dans la Côte d'Ivoire du président Alassane Ouattara qui a permis d'avoir la paix. Cette paix est encore fragile et nous devions faire en sorte qu'elle se consolide. Et vraiment, j'ai été heureux de participer à la première manifestation qui se tient à Abidjan. Mais la finale va se jouer au centre. Et tous nos frères, nous les invitons donc à venir à la finale et nous serons de cœur avec eux. Plusieurs artistes de la musique traditionnelle moderne baoulée, notamment Nguès Bonsens, ont égayé les plus jeunes qui n'ont pas manqué d'esquisser des pas de danse traditionnels. Hors de la Côte d'Ivoire, en Guinée-Bissau, la Guinée a voté ce dimanche dans l'espoir de tourner la page des coups d'État. 750 000 électeurs bissau-guinéens étaient appelés à choisir un candidat sur les 13 en lice pour la présidentielle et 100 députés au sein des 15 partis pour les législatives. La bataille pour porter le candidat de son choix au palais présidentiel et au Parlement a commencé très tôt ce dimanche matin dans les rangs des centres de vote où nul ne voulait se faire raconter l'événement. Il y a des gens qui sont venus un peu plus tard, ils veulent rentrer devant les gens, c'est à cause de ça qu'il y a un petit de choses. Mais il y a retard parce qu'il n'y avait pas de lumière un peu plus tôt, donc ils attendaient un peu pour pouvoir avoir les lumières du soleil là, pour pouvoir commencer le travail. C'est à cause de ça qu'on est un peu en retard. Nous sommes contents aujourd'hui parce que pendant toute l'histoire d'événements qu'on a passé ici aujourd'hui, c'est les jours qu'on peut dire que bon, peut-être qu'on peut en sortir de cette histoire-là. Pour les autres, la priorité à cette heure est de se rendre dans les lieux de culte pour confier le destin du pays à Dieu. Je demande au Seigneur que nous aider à obtenir la paix. Dans les différents centres de vote parcourus au cours de la journée, le scrutin s'est déroulé dans une ambiance sereine. L'ambiance elle est bonne de toute façon, il y a plus de calme, tout le monde va pour voter, c'est moins calme quand même. On ne s'attendait pas à être calme aussi à ce point, pas beaucoup de circulation, ça va. Maintenant je suis à l'aise parce qu'on a 2 ans de turbulences à Guinée-Bissau. Et maintenant, avec toutes ces choses que nous avons passées, nous sommes à l'aise maintenant parce qu'on peut voter pour notre président et pour l'Assemblée nationale. Il n'y avait pas que les civils dans les centres de vote. Les forces armées ont aussi accompli leur devoir civique ce jour, pourvu que cette fois, la force des unes ait raison de celle des armes.
En bref et en images, il a dirigé la transition politique après le putsch du 12 avril 2012 en Guinée-Bissau. Chirifi Namandjo, le président de la transition, a accompli son devoir civique ce dimanche. Tout heureux d'avoir conduit cette transition jusqu'à ce jour. Je vous propose à présent d'écouter le président de la transition en Guinée. Je remercie bon Dieu, je remercie à tous les acteurs politiques pour la campagne qu'ils ont faite dans la discipline, dans une cohabitation. Et je profite pour lancer un appel que cette tranquillité soit permanente, gagne qui gagne, que sera Guinée-Bissau à gagner. Et je profite aussi pour demander une compréhension à tous les Bissau-Guinéens, tout le peuple de Guinée-Bissau, pour qu'on tourne la page, pour que définitivement on cesse les conflits pour développer notre pays. Le reste de l'actualité en bref et en images. Nous parlerons d'eau polluée en Chine, d'incendies en Chili, de coopération entre la France et Cuba et enfin de crise en Ukraine. La tension est extrême dans l'est de l'Ukraine. À Slaviansk, le gouvernement ukrainien a lancé ce dimanche une offensive meurtrière pour reconquérir son territoire. Les miliciens pro-russes qui ont pris le contrôle de 2 bâtiments publics sont prêts à répliquer. Ils sont soutenus par des habitants qui tiennent des barricades un peu partout dans la ville. Ce scénario rappelle celui de la Crimée. La communauté internationale craint une nouvelle intervention armée de la Russie en Ukraine. Cela fait plus de 30 ans qu'un chef de la diplomatie française ne s'est pas rendu à Cuba. Laurent Fabius a fait une courte escale à la Havane pour y rencontrer le président cubain Raúl Castro. Vouloir débloquer le dialogue politique ne veut pas nécessairement être d'accord sur tout, a nuancé Laurent Fabius, notamment sur les droits politiques. Cette visite confirme plus généralement le réchauffement des relations entre le régime communiste cubain et l'Union européenne. Au Chili, les collines de Valparaiso sont rongées par le feu. Un énorme incendie de forêt a ravagé des dizaines de quartiers dans la nuit de samedi à dimanche. Au moins 4 personnes sont mortes, 3000 habitants ont été évacués. La présidente du Chili, Michelle Bachelet, a déclenché le plan catastrophe. La crainte, c'est que le feu se propage jusqu'au centre-ville de Valparaiso, classé au patrimoine de l'UNESCO. Dans l'ouest de la Chine, l'eau du robinet est polluée et imbuvable. Des analyses ont détecté des traces très importantes de benzène dans le réseau de distribution de Lanzhou. Ce composé du pétrole, incolore, est une substance cancérigène. La fuite provient d'un géant pétrolier chinois. Pris de panique, les habitants se sont rués dans les rayons de bouteilles d'eau des magasins. Les activités agricoles ou industrielles ont sévèrement pollué la plupart des cours d'eau du pays. Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi et bonne suite au programme sur RTI 1.